Bonjour et bienvenue. L'été 2015 a vu un peut-être dernier psychodrame dans la recherche d'une solution à la crise grecque. Mais c'est en fait depuis 2007-2008 que le monde vit avec des crises financières qui ont commencé avec la crise des subprimes. À quoi correspondent ces crises successives? Qu'est-ce qui les a déclenchées? Comment se sont-elles propagées? C'est ce que nous allons étudier grâce à 2 modules. Le premier, sur la crise dite des subprimes, et le second, sur la crise des dettes souveraines en Europe. Au cours de ce premier module, consacré aux subprimes, nous verrons successivement, pour commencer, les éléments à l'origine de la crise, puis la propagation de cette crise au marché financier, et enfin sa propagation au système bancaire, nécessitant l'intervention des banques centrales. Au terme de ce module, vous disposerez des clés permettant de comprendre cette première crise du système financier qui n'avait rien connu de tel depuis des dizaines d'années. À l'issue du module, un test vous permettra d'évaluer vos connaissances. Bonne formation! En premier lieu, commençons par identifier les éléments qui sont à l'origine de cette crise. Subprime. À quoi correspond cette expression? Comment fonctionne le marché du crédit immobilier aux États-Unis? Pourquoi un choc, même majeur, sur ce marché s'est-il propagé au monde entier? J'ai écouté les informations financières ce matin. La bourse continue à baisser, ça devient vraiment incompréhensible. C'est toute l'économie qui va mal. Et puis, cette histoire de crédit immobilier en Amérique n'est pas faite pour arranger les choses. Ne dis pas n'importe quoi, mon mari et moi sommes actionnaires dans les sociétés qui nous emploient et je sais très bien que les chiffres sont bons. Or, nos 2 boîtes ont décroché comme les autres de près de 4% en fin de semaine dernière. En fait, ça vient des États-Unis, avec leurs prêts immobiliers dont le montage permet de prêter à des gens insolvables. La crise économique, qui a commencé dans les années 2007-2008, est au départ une crise directement liée au mécanisme de financement de l'immobilier aux États-Unis. Si elle s'est ensuite propagée à travers le monde, c'est en raison d'un mécanisme de refinancement appelé titrisation. Ce mécanisme n'a rien de critiquable en soi et est toujours utilisé par les établissements financiers. Mais il a, à l'époque, été largement dévoyé. Ce sont donc ces 2 points qu'il faut tout d'abord connaître. Le financement de l'immobilier aux États-Unis avec 3 points principaux. Les acteurs en présence. Ce que l'on pourrait appeler le rechargement des hypothèques. Le mécanisme des taux progressifs. Et enfin, le mécanisme de la titrisation. Rappelons tout d'abord que, suite à la présidence Reagan, une ère de libéralisme financier avait marqué les États-Unis. Cette ère de libéralisme financier s'était traduite par une politique de la Réserve fédérale, sous la conduite de son président, visant à inonder le marché de liquidités, permettant aux banques de trouver des ressources pour prêter. Par ailleurs, le financement de l'immobilier aux États-Unis était à l'époque majoritairement assuré par des sociétés indépendantes telles que Fannie Mae et Freddie Mac. Enfin, bien avant la cotation que nous connaissons en Europe sous le nom de cotation BAL 2, les Américains, y compris les particuliers, étaient en quelque sorte cotés quant à leur capacité à emprunter. 2 systèmes avaient donc fini par cohabiter. D'un côté, les bons emprunteurs, qui avaient accès à des prêteurs pouvant se refinancer avec la garantie du gouvernement américain. De l'autre, des emprunteurs de moins bonne qualité, qui trouvaient leur crédit auprès des subprime leaders dans des conditions moins avantageuses. En 2006 est apparu en droit français le mécanisme de l'hypothèque rechargeable, qui permet d'effectuer un second emprunt en donnant le même bien en garantie. Cette notion juridique existait déjà aux États-Unis, et la pratique américaine allait beaucoup plus loin, avec une capacité à s'endetter directement assise sur la valeur du bien, et non pas comme en France sur les capacités de remboursement de l'emprunteur. Cette pratique permettait donc de s'endetter de plus en plus, au fur et à mesure que le marché de l'immobilier montait. À l'inverse, ce mécanisme risquait d'appeler des demandes de remboursement partiel des emprunts si le marché se retournait. Dans ce cas, certains emprunteurs pouvaient être contraints de vendre le bien,
risquant de précipiter encore la courbe descendante des prix de l'immobilier qui se serait amorcée par ailleurs. Les opérateurs travaillant sur la clientèle de moins bonne solvabilité utilisaient des crédits à taux progressifs, permettant de rendre artificiellement solvable une demande qui ne l'était pas. Le mécanisme est le suivant, avec un avantage et un inconvénient qui est une véritable épée de Damoclès sur la tête de l'emprunteur. Un taux faible les 2 premières années, un retour à des taux de marché ensuite, voire dans certains cas une progressivité constante des taux. Le faible taux de départ donne des mensualités acceptables et permet de passer le dossier en créant une demande artificiellement solvable. Le renchérissement du taux ensuite, si les revenus n'ont pas suivi, provoque un effet ciseau et la mise en difficulté de l'emprunteur. À partir de 2007, sur le marché purement domestique américain, les 2 phénomènes générateurs de risques se sont déclenchés en même temps. Retournement du marché de l'immobilier, effet ciseau des prêts à taux progressifs, lié à la stagnation de l'économie et à la baisse des revenus des emprunteurs. En bonne logique, des emprunteurs devenant malheureusement pour eux insolvables, auraient dû mettre en difficulté les organismes qui les avaient financés, mais sans plus. Alors, comment ces mécanismes, typiquement américains, ont-ils pu peser sur les bourses et les banques du monde entier? Tout simplement, par le mécanisme de la titrisation que nous allons voir. Avant d'aller plus loin, des précisions de vocabulaire sont nécessaires. La titrisation est un montage financier qui permet à une société, une banque par exemple, de retrouver de la liquidité par la transformation en titres de tout ou partie d'un portefeuille de prêts, ces titres étant ensuite placés sur le marché. Pour réaliser des opérations de titrisation, les financiers utilisent les outils suivants. Un ABS, Asset Backed Securities, titre garanti par des actifs, est une valeur mobilière adossée à un portefeuille d'actifs. Les actifs peuvent, par exemple, être composés d'un portefeuille d'emprunts immobiliers ou de créances commerciales. Un SPV, Special Purpose Vehicle, ou société ad hoc, c'est une structure juridique créée spécifiquement pour traiter une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. Un CDO, Collateralized Debt Obligation, obligation sécurisée par un ensemble d'actifs, est un titre représentatif de portefeuille de créances bancaires ou d'instruments financiers de nature diverse. Dans une opération de titrisation normale, et qui n'est absolument pas critiquable, car c'est le jeu normal du fonctionnement d'un établissement financier. Un ABS ou un SPV est créé par l'apport de créances parfaitement identifiées. L'ABS ou le SPV ainsi créé perçoivent des flux d'intérêts et de remboursements sur les créances achetées aux banques et les reversent aux investisseurs qui ont souscrit les titres créés pour l'opération via le paiement d'intérêts et le remboursement de leurs titres. Mais les années 2000 avaient vu l'apparition des CDO qui, eux, regroupent des classes d'actifs différents et des investisseurs aux attentes différentes. Par ailleurs, la pratique de la notation des créances s'est développée avec des agences de notation comme Moody's, Fitch ou Standard & Poor's. Ces agences donnent aux dettes une notation, par exemple de AAA pour les meilleures, à D pour les moins bonnes. Les meilleures notes sécurisent l'investisseur, mais lui assurent aussi le rendement minimum. Les exigences de notation des obligations créées dans les opérations de titrisation ont amené les spécialistes à structurer les CDO en plusieurs tranches. Une tranche equity, qui assume les risques les plus importants mais obtient les rendements les plus élevés. Une tranche senior, qui assume le moins de risques mais obtient le moins de rendement. Et entre les deux, diverses tranches mezzanines, obtenant des rendements médians et prenant des risques moyens. Le fait de structurer les CDO en mixant des créances de qualités différentes permettait d'améliorer globalement la note du véhicule. On parlait de rehaussement du crédit, et un certain nombre d'organismes s'étaient fait une spécialité de cette activité. On les appelait des rehausseurs de crédit. Continuons avec la propagation de la crise au marché financier. Nous connaissons maintenant les mécanismes qui sont à la base de cette crise. Mais pourquoi et comment s'est-elle propagée des États-Unis au reste du monde?
Pourquoi a-t-elle entraîné la panique sur les marchés financiers? Comment cela dans les SICAV? Mais les SICAV, c'est investi en obligations. Les plus prudentes, qui correspondent à un profil de sécurité. Mais certaines, parce que le client veut un rendement plus élevé, prennent plus de risques. T'as jamais entendu parler de SICAV dynamique? Bon, je veux bien que certaines SICAV aient joué sur ces titres un peu pourris. Mais dans ce cas-là, leur valeur baisse. Alors pourquoi ça fait baisser la bourse dans son ensemble? Tout simplement parce que le jour où le gérant de la SICAV a eu besoin d'argent, il n'a pas pu vendre ses prêts pourris et qu'il a vendu des titres qui valaient quelque chose. Si tout le monde fait cela en même temps, les cours s'effondrent. Même quand on s'appelle Carrefour, Total ou Air France. C'est pas la valeur des sociétés qui est en cause. C'est la loi de l'offre et de la demande. Tout le monde vend, personne n'achète, sauf les plus malins. La compréhension du déclenchement de la crise et de sa propagation à l'ensemble des marchés financiers nécessite de disposer des clés suivantes. Les outils des marchés financiers, et en particulier les outils de placement collectif. Qui détient les créances hypothécaires? Pourquoi certains investisseurs ont besoin de redevenir liquides à un instant T? Pour comprendre comment certaines SICAV ou certains fonds communs ont pu avoir un rôle dans la contagion, il convient de connaître quelques éléments de leur réglementation. La classification des OPCVM, SICAV et FCP, est définie par une instruction de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Cette classification est représentative de l'exposition réelle de l'OPCVM à certains marchés et comprend 9 catégories. Actions françaises, actions de pays de la zone euro, actions des pays de la Communauté européenne, actions internationales, obligations et autres titres de créances libellés en euros, obligations et autres titres de créances internationaux, monétaire euro, monétaire à vocation internationale, et enfin diversifié. Cette classification des OPCVM est à rapprocher des différents profils d'investisseurs au nombre de 3. Le profil prudent, dont le but est de pouvoir récupérer ses fonds rapidement sans risque de perte de capital. Le profil équilibré, le but étant de dynamiser un peu son portefeuille en y introduisant une dose d'action. Et le profil dynamique, où le niveau de risque accepté est important, le but étant d'atteindre la meilleure performance possible, au détriment parfois de la sécurité. Depuis 2006, la progression des taux des crédits a mis un certain nombre de ménages américains en difficulté. Ce phénomène s'est massivement accéléré depuis début 2007. La multiplication des défauts de paiement des emprunteurs a provoqué la faillite de plusieurs sociétés de financement immobilier, Home Bank, American Home Mortgage, etc. Mais les dettes des ménages n'appartenaient plus, dans la plupart des cas, aux prêteurs d'origine. Par le mécanisme de la titrisation, ces dettes avaient attiré des investisseurs, toujours à la recherche des rendements les plus élevés, et avaient été achetées par des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des gérants de SICAV ou de FCP, des hedge funds ou fonds d'investissement alternatifs. En juin 2007, suite à la multiplication des défauts de paiement sur les prêts immobiliers américains, les agences de notation ont dégradé, et parfois de façon spectaculaire, des dizaines de titres obligataires adossés à ces crédits, les fameux CDO que nous avons évoqués. Les gérants de fonds se sont donc retrouvés avec des obligations pourries qu'ils ne pouvaient plus vendre, et pour 2 raisons. Aucun autre investisseur n'était acheteur. Les arrangeurs de CDO, qui normalement s'engagent à assurer la liquidité du marché, étaient totalement défaillants sur ce point. Ne pas arriver à vendre, à un instant donné, des actifs dépréciés n'est pas a priori un problème. Il suffit de les garder et d'attendre un retour à meilleure fortune. Sauf si l'on a soi-même des besoins de liquidité. Or, les investisseurs évoqués précédemment, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les gérants de SICAV, les hedge funds, ont des besoins de trésorerie liés aux demandes de remboursement habituelles de leurs clients ou à leurs activités normales. Un fonds de pension a des retraites à payer. Une compagnie d'assurance a des capitaux à verser. Une SICAV fait face à des demandes de remboursement. Un hedge fund a des sorties de capitaux importantes, programmées en général, mensuellement ou trimestriellement. Comment vont réagir ces investisseurs qui sont collés sur certains investissements, qui voient leur notation baisser, qui ont besoin de liquidité
et qui voient ces besoins s'amplifier sous l'effet de l'anxiété de leurs propres porteurs. La première réaction de ces investisseurs, disposant à la fois de titres devenus plus ou moins pourris, mais aussi fort heureusement de titres sains, sera de vendre des actifs tout à fait sains de leur portefeuille, sur lesquels ils ont par ailleurs peut-être enregistré des plus-values, qu'ils vont pouvoir réaliser à cette occasion, des actions de sociétés commerciales ou industrielles. Le vrai problème est que si tout le monde fait la même chose en même temps, le cours de ces actifs va baisser en raison de la loi de l'offre et de la demande. Les systèmes automatiques de gestion de portefeuille, programmés à l'aide de modèles mathématiques pour acheter ou vendre automatiquement dans certaines conditions, ont même amplifié le phénomène. Et voilà comment on arrive à des journées noires en bourse sur des valeurs dont tous les fondamentaux sont sains. Prenons l'exemple d'Air France en août 2007. Au moment où Air France annonce d'excellents chiffres et où le cours atteint son plus haut de l'année, il chute brutalement en quelques séances. Une autre solution consiste à geler les fonds d'investissement les plus touchés, ce qu'ont fait BNP Paribas ou Oddo, en jouant sur le fait qu'il s'agit d'investissements à long terme, leurs clients n'ont pas de besoin de trésorerie immédiat. Une dernière solution utilisée par la banque américaine Goldman Sachs peut consister à réinjecter massivement de la trésorerie, 2 milliards de dollars en l'occurrence, dans un de ces fonds en difficulté, et ainsi lui permettre de faire face à ses échéances et de rétablir la confiance. Dernière étape dans notre compréhension de la crise des subprimes, comment et pourquoi la crise s'est-elle propagée aux banques? Que les marchés aient subi le contre-coup de l'utilisation de produits dévoyés est une chose. Mais pourquoi les banques en ont-elles aussi subi le contre-coup? Pourquoi certaines d'entre elles ont-elles disparu dans la tourmente? Pourquoi les banques centrales ont-elles dû recourir à des injections massives de liquidités? C'est pour cela que la Banque centrale européenne a été obligée d'intervenir? Les Américains aussi, mais là c'est un pur problème de banque. Oui, mais indirectement lié à tout ce dont on vient de parler. Les banques se prêtent entre elles au jour le jour, car certaines font plus de crédits et d'autres collectent plus d'épargne. Or, plus personne ne savait qui avait pris des risques sur les crédits américains, et plus personne ne prêtait à personne. Ne me dis pas que les banques ne se prêtaient plus entre elles. Et si, avec le risque que l'une d'entre elles ne tombe, comme en Allemagne, où il a fallu faire racheter en catastrophe la Sachsen-LB, ou comme en Angleterre, où les déposants retiraient massivement leur argent de la Northern Rock. Afin de comprendre comment la crise s'est propagée aux banques, et pourquoi les banques centrales ont dû intervenir massivement, 2 clés sont nécessaires. Les fondamentaux du métier de banquier, c'est-à-dire la notion d'intermédiation financière, le rôle de la banque centrale sur le marché monétaire. Rappelons tout d'abord que le métier de base des banques est l'intermédiation financière, qui se définit de la façon suivante. Les banques collectent des dépôts et de l'épargne auprès de leur clientèle. Ces mêmes banques distribuent les capitaux ainsi collectés à leur clientèle sous forme de crédit. Une banque peut donc se retrouver avec des excédents de trésorerie dus à des dépôts plus importants que ses crédits, alors qu'une autre banque connaîtra une situation inverse. Selon leur histoire, leur réseau et leur clientèle, certaines banques sont structurellement excédentaires et d'autres structurellement emprunteuses. Parmi les premières, on peut classer les caisses d'épargne, le crédit agricole, le crédit mutuel. Parmi les secondes, les grandes banques commerciales et les banques régionales. Entre les banques, s'est organisé un marché de l'argent qui permet la redistribution de liquidités entre elles lorsque les unes prêtent aux autres les masses de capitaux qu'elles ont collectées sans les replacer auprès de leur propre clientèle. Fonctionnant comme un marché, et donc soumis à la loi de l'offre et de la demande, ce marché monétaire permet de fixer des taux comme l'Euribor, qui servent ensuite de référence aux taux appliqués par les banques à leur clientèle. Pour assurer sa mission de lutte contre l'inflation et donc de régulation de la masse monétaire, une banque centrale, et nous prenons l'exemple de la Banque centrale européenne, dispose de 2 outils principaux. La politique des réserves obligatoires et la politique d'open market. Par le mécanisme des réserves obligatoires, la Banque centrale impose aux établissements de crédit de constituer auprès d'elles-mêmes des dépôts, déterminés en fonction d'un pourcentage de leurs propres dépôts reçus de leur clientèle. Cela permet à la Banque centrale d'assécher le cas échéant
l'offre de capitaux, par des opérations d'open market. La Banque centrale se porte prêteuse ou emprunteuse en fonction de ses propres objectifs de régulation de la masse de liquidités en circulation. Si la BCE souhaite que les banques obtiennent facilement des liquidités, elle se porte vendeur de liquidités et les taux d'intérêt baissent. Les banques se réfinancent facilement et obtiennent des liquidités à coût faible, donnant des possibilités de crédit vis-à-vis de leurs clients. Si la Banque centrale souhaite à l'inverse, pour ralentir la distribution du crédit, que les banques obtiennent difficilement des liquidités, elle se porte acheteur, créant un déséquilibre avec une offre inférieure à la demande et une hausse des taux. Le marché interbancaire repose sur une totale confiance entre les opérateurs. Or, le 9 août 2007, l'une des plus grandes banques françaises a suspendu la liquidité de 3 de ses SICAV, avec plusieurs conséquences sur le marché interbancaire. Tout d'abord, l'aveu d'une exposition au risque des crédits immobiliers américains. Ensuite, la découverte par les marchés d'une absence générale de transparence sur ce point, et ce, quel que soit l'établissement bancaire. Et une méfiance immédiate qui s'est installée, avec le risque que plus personne ne prête à plus personne, même à 24 heures, avec comme conséquence une illiquidité de ce marché. L'illiquidité du marché interbancaire peut avoir des conséquences extrêmement graves. Impossibilité pour une banque de trouver des liquidités. Impossibilité de faire face aux demandes de remboursement de ses clients. Défaillance d'une banque. Ces phénomènes se sont produits de façon aiguë en 2008. En Allemagne, la Sachsen-Landesbank a dû être rachetée en catastrophe en janvier 2008 par la Banque régionale de Stuttgart. En Grande-Bretagne, Northern Rock a été racheté en 2011 par Virgin, après avoir été soutenu par la Banque d'Angleterre et donc nationalisé en février 2008. Aux États-Unis, Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008. Compte tenu de l'imbrication des opérations entre banques, le risque est alors énorme d'assister à un phénomène de domino. Face à ce risque d'illiquidité, le rôle des banques centrales est alors d'injecter des liquidités de façon massive dans le marché interbancaire. C'est ce qu'ont fait du 10 au 12 août 2007 les banques centrales européennes et américaines, qui ont ainsi injecté plus de 330 milliards de dollars dans le circuit monétaire mondial. La crise des subprimes, même si son règlement a été imparfait, et que cette imperfection a déclenché d'autres turbulences dans les années 2010 à 2013, a eu 2 conséquences positives. Au niveau des investisseurs, au niveau de la régulation du système financier. Au niveau des investisseurs, cette crise aura, une fois de plus, rappelé quelques fondamentaux. L'investissement boursier est un investissement à long terme, et sur longue période, cet investissement boursier reste gagnant. On peut d'ailleurs illustrer ce fait par la stratégie de certains gestionnaires d'épargne retraite ou d'épargne salariale. Mais dans la stratégie de Monsieur Tout-le-Monde, on n'investit pas sur des véhicules boursiers ou à risque si l'on a prévu une sortie de l'investissement à une date fixe et à court terme. Par exemple, placer temporairement l'apport d'une opération immobilière déjà programmée. Au niveau de la régulation du système financier, cette crise a mis en évidence la notion de risque systémique et a amené les autorités, nationales et internationales, à durcir la réglementation prudentielle applicable aux banques et aux assurances. Accord de Bâle III pour les banques, Directive Solvabilité 2 pour les assureurs, création de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, création de l'autorité bancaire européenne. Nous étudions tous ces mécanismes dans des modules spécifiques. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module. Nous allons donc nous quitter. Je vous retrouverai peut-être au cours d'un prochain module. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.